Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien motivés. Je vois qu'il est déjà midi, donc on a les plus motivés de la salle, voire même de tout Zero to One dans la pièce. Donc c'est très cool. Je vous propose rapidement le petit programme de cet échange qui va durer à peu près 45 minutes. On va commencer par une présentation. Donc de mon côté, un peu plus courte pour laisser la parole à Benjamin. Et puis après, on va travailler 3 gros sujets. Donc la partie son expérience en scale-up, en hyper-croissance avec October. Et on va travailler bien sûr sur la thématique de la cybersécurité. Et on finira par son expérience chez Y Combinator. Donc voilà, est-ce que tu es prêt, Benjamin? Ouais, allons-y. Ouais. Nickel. Bon, moi de mon côté, je m'appelle Christian, je suis COO, pardon, c'est important quand même la diff, de Scalesia. Donc on copilote la croissance des entreprises en France, mais aussi en Europe aujourd'hui. Et puis je te laisse la parole, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui. Trop bien, merci en tout cas de faire cette interview, Christian, et merci de l'invitation à l'équipe de H7. Donc, Benjamin, et je pense que je suis avant tout un développeur, ça fait 20 ans que je code. Il s'avère qu'entre-temps, j'ai créé des boîtes, mais je suis avant tout un développeur. Voilà. Et donc, j'ai créé 2 startups, October avec Olivier Goua et Patrick de Nonneville, où on faisait du prêt aux entreprises. Enfin, on fait toujours du prêt aux entreprises, c'est juste que moi, j'y suis plus. October de 2014 à 2020 et à partir de 2020, Riot, où on prépare les employés à la cybersécurité et aux cyberattaques, surtout. Nickel. Moi, j'ai vu que dans ta bio Twitter, tu es actif depuis 1999 sur Internet. Est-ce que tu peux nous parler de tes premières réalisations, enfin tes premiers hacks, ceux dont tu es le plus fier? Ouais, on peut parler de ça. Je pense que c'était un peu avant 99, mais ça rimait bien. Online since 99. Je pense que mon premier hack dont les gens ont entendu parler, c'est j'ai créé une application sur Facebook qui a été utilisée par 500 000 personnes. C'était une application de questions-réponses qui s'appelait d'ailleurs questions-réponses entre amis. Bon, la moyenne d'âge a l'air plutôt jeune dans la salle, mais à l'époque, vous répondiez à des questions sur vos amis sur Facebook. Et il recevait une notification qui disait Charles a répondu à une question sur toi, clique ici pour voir la réponse. Et pour voir la réponse, il fallait répondre à votre tour à une question. Même à 5 questions de mon souvenir. Et c'était complètement viral, complètement explosif. Le projet a duré exactement 2 semaines avant que je me fasse bannir de Facebook. Mais en 2 semaines, on est passé de 0 à 500 000 utilisateurs. Et on faisait à l'époque, donc j'avais 19 ans, donc j'avais un serveur OVH qui me coûtait 20 € par mois. Et on faisait 8 millions de pages vues par jour, c'est-à-dire plus que à l'époque le monde.fr. Voilà, c'était peut-être ça mon premier hack. Okay. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a vraiment duré 2 semaines et j'ai essayé de le relancer plusieurs fois depuis et ça n'a jamais repris. C'était 2 très bonnes semaines. Toi, tu rejoins October, anciennement appelé Lendix, en 2014 en tant que CTO et cofondateur avec Olivier, justement. Pour rappel, parce que là, il a été quand même modeste sur October, c'est quand même la première plateforme d'Europe sur du prêt aux entreprises avec quasiment 1 milliard emprunté pour 4000 entreprises. Bon, déjà, bravo, c'est une belle expérience. Toi, quels ont été tes apprentissages en tant que CTO voilà, dans une scale-up en hyper-croissance comme October? Je pense que du début à la fin, c'était des nuits blanches et beaucoup de mal à dormir. Je pense que on est arrivé dans les fintech avant même que le terme fintech existe. Il devait exister, mais en tout cas, c'était beaucoup moins répandu. C'était beaucoup de pression d'être CTO d'une plateforme qui gérait des centaines de millions d'euros de transactions par an. Dans un écosystème qui était naissant, et donc on n'avait clairement pas les API qui existent aujourd'hui. Et d'ailleurs, pendant, je pense, les 6 premiers mois d'October, qui s'appelait Lendix à l'époque d'ailleurs, on a pensé à un moment qu'on devrait travailler sur le protocole SEPA et c'était vraiment, on devait recoder une couche bancaire tellement l'écosystème était naissant et ça c'était vraiment très angoissant. Mais l'apprentissage principal, il
y en a eu vraiment beaucoup, quoi. S'il y en a un qui te marque le plus Non, je pense que ce qui m'a marqué le plus chez October, c'est à quel point c'était important de bien recruter. Donc, je pense que c'est vraiment, pour moi, l'humain est vraiment central dans une startup. Je pense qu'on fait très, très, très attention à ça chez Riot. Et ça, je pense que je l'ai appris chez October. Je vais être assez brutal, mais enfin moi dans mon équipe, donc j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes. On a recruté, ça m'est arrivé de recruter des gens qui étaient un peu toxiques. Et malheureusement, c'est pas complètement visible et c'est pas complètement évident. Ils arrivent pas en tapant, en disant je suis complètement toxique, regarde bien. C'est un peu plus vicieux que ça. Très rapidement, les gens toxiques peuvent tuer une équipe, quoi. Et on s'en rend compte uniquement quand ils partent, que l'ambiance reprend donc ça, ouais, c'était peut-être. J'ai beaucoup appris parce que j'avais jamais recruté avant chez October. J'ai dû monter de zéro, du jour au lendemain, une équipe de 0 à 20 personnes. Clairement, c'était mon plus gros apprentissage, c'était sur le côté humain, je pense, sur le recrutement, sur bien recruter les gens, sur faire très attention que l'ambiance se dégrade pas. C'est vraiment, je pense, c'est peut-être une de nos valeurs clés chez Riot. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui réussit sans qu'il y ait une bonne entente en interne où les gens boivent des bières ensemble. Je pense que ça ne marche pas sinon, quoi. Personne n'est là pour faire du 9 à 6. C'est pas une vie, quoi. Il faut quand même s'amuser à un moment, quoi. Bah écoute, 100% d'accord avec ça. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met en avant aussi. Et là, on va commencer la première passerelle vers la cybersécurité. Comment toi, tu as traité ces enjeux-là chez October surtout que voilà, ça reste une plateforme où la confiance doit être ultra présente vu que on parle d'argent sur des sommes conséquentes. Voilà, quels ont été toi tes premiers je pense que ça a toujours été très important pour moi. Notamment parce que ça me réveillait la nuit, quoi, de me dire qu'on avait, je pense qu'à un instant T, on avait au moins 5 millions d'euros sur nos caisses qui étaient gérés à 100% par mon équipe et protégés aussi par mon équipe. On a investi énormément, je pense, sur protéger l'application. À mon avis, beaucoup plus que ce qu'on aurait dû, mais simplement parce que ça me permettait de mieux dormir. Donc c'était très égoïste. Ouais, on a créé une plateforme qui gérait des centaines de millions d'euros, donc on pouvait pas trop prendre ça à la légère. Et donc on faisait ce qui est très classique, bug bounty, pen testing, et globalement triple relecture du code. Donc ouais, on était très à cheval sur la cyber chez October. Et c'était le premier lien du coup avec Riot. Toi, quel constat en tires-tu pour créer justement Riot? Est-ce que l'idée t'est venue assez rapidement? À quel moment ça est arrivé dans ton parcours chez October? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, donc on investissait énormément sur protéger cette plateforme qu'on avait créée, quoi. Et il y a quelqu'un dans l'équipe qui a reçu un email, pas l'équipe technique, hein, mais on a reçu un email, qui reçoit un email de phishing et qui rentre son mot de passe, quoi. Et ce jour-là où j'ai réalisé qu'en fait, on surestimait les hackers, que c'était des gens très pragmatiques et qu'ils n'allaient pas chercher des failles. Enfin, certains vont le faire, mais malheureusement, on n'est pas suffisamment important pour qu'ils le fassent. Mais ils vont surtout envoyer des mails de phishing. Ils préfèrent quelque chose de très basique, très sommaire, qui peut être facilement exécuté, comme envoyer des mails de phishing, plutôt que de chercher des failles dans un système complexe, comme ça pouvait être le cas de la plateforme d'October. Donc ça, je pense que Riot est vraiment né ce jour-là, dans moi qui réalisais qu'en fait on avait investi, peut-être pas au mauvais endroit, mais on avait oublié d'investir sur l'humain, là où on avait investi énormément sur protéger cette plateforme. C'est vraiment là où Riot est né. Ouais. Ok. Le point de départ de la cybersécurité, souvent ça commence par de la vulnérabilité, une faille avant tout humaine, comme tu dis, donc des investissements à prévoir. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité et quels sont les différents types de vulnérabilité aujourd'hui? C'est une grosse question. Mais... Ouais, c'est assez large, mais donc je vais être le plus synthétique possible. Vulnérabilité, c'est trouver une faille qui permet d'accéder à un système ou accéder à des informations auxquelles on ne devrait pas avoir accès. Et c'est assez marrant parce que hier j'ai été interviewé par un journaliste américain et qui me demandait, je me retrouve dans une interview où il me demande oui, bon alors parlons des smart assistants type Alexa, Google, etc. Il me dit ouais, quelles sont les failles de ces systèmes, comment est-ce que quelqu'un peut les exploiter pour en tirer quelque chose.
Et je pense vraiment que c'est complètement idyllique de penser que les hackers sont suffisamment sophistiqués pour trouver des failles dans Alexa et dans Google. Ils préfèrent envoyer des faux SMS, préfèrent envoyer des faux emails que de chercher des failles dans ces systèmes-là, quoi. Et pour moi, les vulnérabilités, aujourd'hui, 90% d'entre elles, c'est du phishing. Et c'est des emails. Ça évolue un peu avec le temps. En ce moment, ça évolue surtout vers le SMS. On pourra en parler, mais c'est vrai que pour moi, 90% des vulnérabilités, c'est ça. Là, tu parles de phishing. Toi, tu as une moyenne, c'est à peu près 20% des salariés en entreprise. Nous, on a fait le test, on est un petit peu plus au-dessus que la moyenne en fait, que tu présentes. Donc, je vois vraiment le risque en fait, au quotidien. Est-ce que toi, tu peux présenter une attaque, typiquement l'exemple de Maître Michel, pour que les gens comprennent bien en fait, ce qu'est le phishing et comment on peut entre guillemets, mettre en place une telle attaque? Ouais, Maître Michel, c'est assez sophistiqué. Ce qu'on vous a envoyé, c'était un peu moins sophistiqué, mais Maître Michel, c'est une histoire que j'aime bien raconter. Donc le scénario, c'est le suivant. C'est la comptable d'une société, bon, disons Scalesiar. Vous avez une comptable? On a un expert comptable. Un expert comptable, ok. Donc c'est l'expert comptable qui reçoit un matin un email de ta part ou de ton associé, Quentin? Benoît, pardon. Disons qu'il reçoit un email le matin de Benoît qui dit écoute, c'est très confidentiel, mais on va racheter une société aujourd'hui. Il faut que tu gardes ça pour toi. Tu ne peux en parler à personne, même à moi, tu ne peux pas m'en parler. Quelqu'un va t'appeler pour gérer la transaction. Et il reçoit 3 minutes plus tard un appel de quelqu'un qui se fait passer pour Maître Michel de KPMG. Qui est là pour réaliser la transaction. Et donc, dans un premier temps, il va demander à l'expert comptable combien il y a sur les caisses. Disons que vous avez 150 000 euros. Et il va dire bah, ça tombe bien, la transaction c'est 126 000 euros. Donc il va falloir que vous réalisiez la transaction aujourd'hui vers ce compte. Et il reçoit un email ensuite qui vient aussi de Maître Michel. Et s'ensuit tout un scénario où en fait ton expert comptable va se retrouver à envoyer de l'argent offshore. Principalement en général en Hongrie ou en Roumanie, et l'argent disparaît. Et donc ça c'est un scénario que j'aime bien parce que je l'ai entendu plusieurs fois, donc c'est quelque chose qui arrive vraiment. C'est multicanal, c'est-à-dire que ça commence par un email et puis ensuite ça bascule sur du téléphone, puis ensuite ça bascule sur du WhatsApp et je l'ai vu dans la nature sous plusieurs formats. Ça arrive pour de vrai, quoi. C'est pragmatique et là vous perdez, dans ce cas-là, vous perdez plusieurs centaines de milliers d'euros. La statistique, c'est que 6 mois, les sociétés qui se font avoir, 6 mois plus tard, elles sont mortes. Donc c'est essentiel. C'est à ce moment qu'on vire l'expert comptable du coup aussi. Bah, tu peux virer l'expert comptable, mais ton argent n'est plus là, quoi. Donc le mal est fait et t'arrives pas à boucler la paye à la fin de mois, quoi. Et justement, c'est quoi les bonnes pratiques pour essayer d'éviter le phishing au maximum? Mais je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, le plus important, c'est quand même d'augmenter la culture cyber. Et donc c'est ce qu'on fait chez Riot. On a créé un outil qui permet de mettre ça en place hyper facilement, qui est gratuit jusqu'à 10 employés. Ça, c'était très important pour nous que ce soit abordable même pour les petites structures, parce que les boîtes qui sont victimes de l'attaque de Maître Michel, c'est pas des géants, quoi. Les géants, ils sont entraînés, préparés, ils ont les processus pour justement pas qu'il n'y ait pas des virements qui partent en Hongrie au hasard. C'est des boîtes de 50 personnes, quoi. Et c'est un marché complètement oublié de la cyber, quoi, les PME. Donc ouais, nous on a créé cet outil hyper facile à mettre en place qui permet de déployer une sensibilisation à la cybersécurité qui se passe en général soit sur Slack, soit sur Microsoft Teams, soit par email. Hyper facile à mettre en place et qui va très naturellement grandir la culture cyber. Évidemment, si ton expert comptable suit cette formation, bah, il connaîtra cette attaque et il se rend compte aussi des attaques, puisqu'évidemment on rajoute des cours régulièrement. Et il sera au courant des nouvelles attaques aussi, quoi. Et ça, pour moi, la culture, c'est vraiment très important, même s'il y a bien un truc à faire, dès qu'on commence une boîte, c'est quand même de mettre ça en place, quoi. Et concrètement, comment ça fonctionne, la plateforme, aujourd'hui? Quand on rentre, on s'inscrit sur Riot. Donc on a créé ce catalogue d'une vingtaine de cours qui sont vraiment les bases de la cybersécurité. Tous les cours ont le même format, c'est un format de chat, c'est assez étonnant, c'est pas du tout vidéo, c'est pas du tout ce à quoi les gens s'attendent en temps normal. Ça se plug directement sur Slack. C'est un bot qui s'appelle Albert qui va venir parler individuellement aux employés. Et ce qui
ce qui fait, et l'avantage de ce format chat, c'est qu'on arrive à adapter le contenu du cours en fonction du scénario spécifique de l'employé. Et l'employé va pouvoir répondre toutes les quelques messages à des questions, donc il est plus en un apprentissage actif plutôt qu'un apprentissage passif, comme ça peut être le cas quand tu regardes une vidéo. Au final, tu regardes la vidéo, puis ensuite, en général, c'est suivi d'un quiz assez basique. Ouais, c'était pour apporter une vraie expérience dans l'apprentissage et le côté vraiment purement conversationnel pour multiplier l'apprentissage, quoi. Ok. Exactement, ouais. Moi, j'ai une question sur tes clients, parce que effectivement, la cybersécurité, c'est un sujet qui est vaste, qui peut faire peur. J'aime pas trop parler d'éducation de marché, mais voilà, qui sont toi tes premiers clients, ceux qui se sont sentis le plus concernés par l'aspect cybersécurité, et comment toi tu vas te projeter demain sur sur des clients qui eux sont en pleine découverte et qui commencent en fait à s'intéresser et à se poser des questions. Mes premiers clients, c'était des scale-ups, mais simplement parce que mon réseau était là-dedans. Donc, comme j'étais CTO d'une scale-up, évidemment, je connaissais aussi les autres CTO des autres scale-up. Et je connaissais particulièrement bien le domaine de la fintech. Donc, je pense que nos premiers clients, c'était principalement des fintech. Notre premier gros client très connu, c'était le groupe Le Monde, chez qui on a, du coup, ce que je n'ai pas raconté, c'est qu'en parallèle de ces programmes de formation, on envoie aussi des fausses attaques phishing. Et notre première attaque, notre premier gros client, c'était le groupe Le Monde, chez qui on a lancé une attaque sur les 2000 employés. Ok. Et justement, comment tu embarques ces utilisateurs sur le côté onboarding? Ça commence directement par une attaque que tu viens valider avec le CTO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, je pense que la cyber est souvent un domaine sous-estimé, quoi. Enfin, tu vois, toi et moi on en a parlé avant. Tu me disais bah oui, c'est important, mais bon, j'imagine que c'est quand même pas top of mind. C'est pas le premier truc que tu as à faire le matin quand tu te réveilles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lance une première attaque. Donc on dit bon, je t'écris un mail, je te dis bon bah on va lancer une attaque chez toi, c'est complètement gratuit. On envoie une attaque sur tes employés, comme ils ont pu le voir la semaine dernière. En général, la première attaque est vraiment dévastatrice. Donc tu le disais tout à l'heure, 20% de moyenne de vulnérabilité. En général, pour les gens, c'est un vrai wake-up call. Il faudra que tu me dises si c'est le cas. Donc et ce truc qui était en bas de on va le faire dans 3-6 mois ou un an, whatever. Maintenant, tout en haut de ta liste, tu vois, peut-être que ce matin tu t'es réveillé en te disant bon bah voilà, on a X pourcent de sensibilisation, quoi. Vraie sensibilité qui progresse. Bon, mon équipe est super, mais peut-être que je devrais les sensibiliser parce que peut-être que demain mon expert comptable va recevoir un appel de Maître Michel. Et là, en fait, pourquoi avoir utilisé ce sujet de la cybersécurité? Pourquoi l'avoir travaillé sous forme de SaaS? Pourquoi cette forme-là, pas une autre? Pourquoi en fait on aurait pu imaginer de la formation, du service, comme la plupart du temps. Pourquoi l'avoir imaginé sous forme de SaaS et pas sous une autre forme? Parce que malheureusement, les employés sont pas. C'est pas comme le vélo, quoi. C'est pas un truc que tu apprends une fois la cyber et c'est tout. Tu t'es formé et c'est terminé, quoi. Donc en fait, c'est quand même très récurrent. Tu vois, ce qu'on observe, c'est que ton équipe elle a reçu un email la semaine dernière. Donc peut-être qu'aujourd'hui ils sont un peu plus vigilants, mais dans 6 semaines, je pense qu'ils auront complètement oublié que le phishing existe. Et donc malheureusement, il va falloir lancer des attaques de façon régulière. Et donc c'est assez naturellement, contrairement à pas mal de formations et de sensibilisation, c'est assez logique que ce soit récurrent, quoi. Parce que si les attaques évoluent, les attaques d'aujourd'hui sont pas du tout les mêmes que les attaques d'hier. Et du coup, tu es obligé de former en permanence, quoi. Et dans pas mal de cas, tu as aussi une obligation légale de le faire. Ok, d'accord. Donc tu veux garder une certaine récurrence via le SaaS, une certaine flexibilité dans la mise à jour aussi des contenus. Ok, très clair. Ce que je te propose, c'est qu'on passe aux apprentissages de YC, donc Y Combinator. Toi, tu intègres en 2020 Y Combinator. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Y Combinator, c'est le plus grand, on peut le dire, mais le plus gros accélérateur du monde. Voilà, quels ont été est-ce que tu peux présenter son fonctionnement? Comment ça se passe en fait quand tu arrives chez Y Combinator? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, Y Combinator, c'est un programme de 3 mois qui à l'époque était à San Francisco, enfin pas exactement à San Francisco, à Mountain View, mais dans la vallée. Programme très léger, il se passe quasiment rien sur les 3 mois. On est juste invité à dîner une fois par semaine. Et c'est vraiment un programme de builder, quoi. Les gens passent leur journée à coder et à parler à leurs clients, quoi. Ils nous demandent vraiment pas grand chose à part
tout ce que vous devez faire, c'est parler à vos utilisateurs, premiers utilisateurs, et coder, quoi. C'est vraiment simpliste, quoi. Et ensuite, c'est exactement ce qu'il faut. Et tu parlais des apprentissages. Pour moi, le premier apprentissage, c'était parler beaucoup plus à ses utilisateurs. Je pense que chez October, je le faisais vraiment très peu. Et je suis arrivé à YC où je parlais à 15 nouveaux utilisateurs par semaine, quoi, à peu près. Bah ouais, effectivement, ça c'est ce qu'on préconise à tous nos clients. Enfin, ça paraît basique, mais effectivement, il y en a quand même très peu qui le font, de se confronter au marché, de se confronter à ses clients, ses utilisateurs, même ceux qui n'achètent pas votre solution dans un premier temps. C'est toujours intéressant d'échanger, comprendre pourquoi ils ne le font pas. Il y a une démo day chez Y Combinator. Comment ça se passe? Ben, ça c'est marrant. Demo Day, c'est censé être le folklore final du programme, où en fait on se retrouve dans un hangar à San Francisco avec 3000 investisseurs qui se battent pour les projets les plus ambitieux du programme. Moi, mon Demo Day, il était dans l'avion en retour de San Francisco en plein Covid, quoi. Et en fait, Trump venait de fermer les frontières, Édouard Philippe venait de décréter le confinement. Donc, YC nous envoie un email juste 2 jours avant Demo Day en disant bon bah les Européens, cassez-vous, il faut rentrer chez vous maintenant. Et c'était chaotique, quoi. Alors que c'est quand même une grosse partie de YC, c'est quand même Demo Day. Et ensuite, bon, la bonne nouvelle, c'est que moi j'avais levé 2,5 millions juste avant, et donc j'étais finalement pas non plus à plaindre, quoi. Et justement, le process de levée de fonds avec YC, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était différent de ce qu'on peut voir en France, de ce qui existe même en Europe? Ce qui est sûr, c'est que tu as une portée internationale que tu n'as pas en France, quoi. Je pourrais pas lever. J'ai levé avec Funders Club, qui est un fonds américain, qui a notamment investi dans Coinbase, dans Slack, dans des très belles startups. Impossible d'atteindre ces fonds-là de Paris, hein. Donc c'est probablement la plus grosse différence, quoi. Aujourd'hui, tu as levé 12 millions, c'est ça, hein, On a levé 2,5 en seed, et ensuite on a levé 12 au mois de janvier. Okay. Selon toi, c'est quoi les forces de YC? Parce que là, c'est vrai que tu es arrivé dans un contexte particulier. Tu m'as dit que voilà, forcément sur l'intégration, ça c'est pas. Enfin voilà, je pense que tu t'attendais à autre chose. Toi, voilà, sur ces 3 mois en fait et jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les forces, celles qui t'ont marqué le plus de cet accélérateur? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on est entouré on est encadré par ce qu'ils appellent des partners, et c'est des vétérans, quoi. C'est des mecs qui ont créé des boîtes, certaines qui valent plusieurs milliards avant, quoi. Et en fait, on a donc dans ces dîners, ils font venir des anciens. Donc, je me souviens très bien du premier dîner où on était avec les mecs d'Airbnb. Et ils viennent et c'est pas enregistré, donc du coup c'est assez sans filtre, quoi. Et ça on l'a jamais autre part, quoi. Et c'est aussi l'avantage d'être dans la vallée, quoi. C'est que les mecs ont leur bureau à côté, ils viennent, ils passent, ils font un dîner avec les élèves de YC, et on apprend énormément de juste des anciens, quoi. Et ensuite les partenaires en eux-mêmes, eux, ont un background qui est pas croyable, quoi. C'est vraiment des vétérans, quoi. Et je trouve qu'en France il y a mine de rien, il y a pas mal de conseils promulgués par des gens qui n'ont pas vraiment appliqué ces conseils, quoi. Tu vois, je pense à Oussama Mar qui a été pendant je sais pas 8 à 10 ans l'exemple type de la Startup Nation. Oussama a jamais créé une startup, quoi. Et donc moi j'ai beaucoup plus de mal à prendre de conseils d'Oussama Mar que tu vois, un de mes partenaires, il avait créé Hipmunk, qui était une sorte de kayak de l'époque, une très belle boîte, quoi, qui a levé plusieurs dizaines de millions, enfin qui a vraiment fait son petit bout de chemin, quoi. Ok, et là tu parles de partenaires, est-ce qu'on peut les considérer presque comme des mentors? Est-ce qu'il y a ce côté un peu mentoring chez YC? Ouais, c'est pareil. Oui, en fait, oui, ça fait aussi partie du programme. En parallèle des dîners, il y a ce qu'ils appellent des office hours. Et tu dis, tu prends 30 minutes dans leur calendrier, quoi. Et tu parles de tes problèmes du moment, et en général ils te remettent sur l'avantage de YC, c'est qu'ils voient aussi en ce moment, je crois qu'ils voient 200 startups tous les 6 mois, donc ils ont quand même un bon panel de startups, et les conseils en fait ils sont assez limpides, quoi. Ouais, c'est un vrai réseau en fait, plus qu'un accompagnement à proprement parler, c'est un partage de réseau et c'est ce qui crée la force de YC. Est-ce que toi tu as un conseil qui t'a marqué, que tu continues de mettre en application aujourd'hui avec les échanges que tu as pu avoir?
Ouais, moi je me souviens qu'à l'époque, ils nous poussaient à créer des Slack channels avec nos premiers utilisateurs. Et ça m'a vraiment beaucoup servi. On continue à le faire chez Riot. Tous nos utilisateurs, on a des Slack channels partagés avec eux. Et en fait, on arrive à avoir une communication beaucoup plus fluide que tiens, je vais te prendre 30 minutes dans mon Calendly. On arrive à avoir une discussion asynchrone avec quasiment tous nos utilisateurs. On leur parle au moins une fois par mois, quoi. Et ça, c'est un conseil qui est resté, quoi. Donc aujourd'hui, tous tes utilisateurs sont présents sur Slack pour pouvoir échanger directement avec vos CSM ou avec Ouais. des personnes. Ouais. Ok. Ouais. Ok. On va passer, parce que là je vois que l'heure tourne. Toi, quels sont tes prochains passages en fait en 0 to 1? C'est quoi les prochaines évolutions en fait, ceux sur lesquels tu es en développement encore aujourd'hui et que tu aimerais affiner? Je t'avais dit qu'il allait y avoir des questions Non, pièges. non, bien sûr, 0 to 1. Bah, moi, mon 0 to 1 de l'année, c'est l'AI, quoi. Et je pense que si on se transforme pas, on est mort. Donc, maintenant, c'est ce qui me réveille la nuit, quoi. Et le problème, c'est que j'ai toujours beaucoup de mal à avoir des idées à moins de mettre les mains dedans. Et donc, bah, ça occupe mes soirs et mes week-ends de me mettre au niveau, quoi, parce que j'ai pas codé depuis 3 ans maintenant. Donc, voilà, j'essaie de me remettre dans un écosystème qui est naissant, quoi. Et donc ça, c'est mon 0 to 1. Je pense que si on se revoit en janvier prochain, il y aura clairement un avant et un après côté AI sur Riot, quoi. Ok. J'aimerais bien moi terminer cette conférence en fait avec une ouverture un peu plus futuriste. Toi, la cybersécurité dans 20-30 ans, et notamment bah, les failles aujourd'hui, les vulnérabilités, tu le vois comment? Bah, on peut parler un peu de l'AI, mais effectivement, les attaques vont être terribles, quoi. Enfin, ça va avoir un énorme impact sur les attaques. On commence à en voir un peu les prémices. Tu vois, la semaine dernière, je lisais un article un article américain. Il y a une mère dans l'Arizona qui reçoit un appel. Elle reconnaît au téléphone sa fille, quoi, qui lui dit j'ai déconné, je me suis mis dans la merde. Et un mec prend le téléphone et lui dit bon, on a votre fille, si vous ne nous faites pas un transfert d'1 million d'euros de dollars pardon dans l'heure, on l'envoie au Mexique et ensuite advienne que pourra. Et en fait, sa fille va très bien, quoi. Elle est à l'école. C'est juste que les hackers ont utilisé la voix de sa fille, puisqu'on arrive maintenant à répliquer les voix hyper facilement. Et ils commencent à faire des attaques grâce à ça. Bah, c'est assez effrayant, quoi. Les attaques vont clairement évoluer l'AI va pas apporter que du bien. On va réussir à faire des choses qu'on n'arrivait pas du tout à faire avant. Et il va falloir s'adapter à ces nouvelles attaques, quoi. Et là, ben ouais, il n'y a pas de filtre spam sur les coups de téléphone. Donc Sensibilisation, quoi. sensibilisation, ouais. Il va falloir Ok. préparer les gens, quoi. C'est pour ça que nous on est là, quoi. Ce que j'allais dire, ça va être votre rôle sur les prochaines années. Et puis dernière question, bah, que peut-on te souhaiter pour la suite? Amour, gloire et beauté. Allez, bon bah écoute, c'est On a tout ce 15 que je minutes, souhaite. non? Il nous restait. Je crois pas, en termes de temps. Alors, il n'y a rien affiché sur. Il reste 18 minutes. Ok. Bon, bah, écoutez, on va creuser un peu le sujet de la cybersécurité. Toi, typiquement, donc, tu parlais de phishing. Est-ce que, au-delà de la partie phishing aujourd'hui, tu vois des attaques qui grandissent elles aussi? Tu me dis 90% c'est du phishing. Voilà. Est-ce qu'il en fait, il y a d'autres vulnérabilités, il y a d'autres en fait, attaques pardon, qui sont en train de grandir aujourd'hui et avec un risque tout aussi important? Bah, justement, pour moi, ce qui est intéressant, c'est on arrive un peu à une phase pivot où on a à la fois le développement de l'AI qui rend les attaques beaucoup plus faciles et qui permet de le faire à l'échelle. Et ça, c'est nouveau, quoi. Si je voulais te cibler toi, ou disons, si je voulais cibler, et on reprend l'exemple de l'expert comptable. Si je voulais cibler ton expert comptable, jusqu'à présent, j'aurais dû quand même un peu enquêter sur toi et essayer de trouver avec qui tu bosses. Et ce serait très manuel, tu vois, comme travail, de créer un email que j'envoie à ton expert comptable de la part du CEO, de Quentin.
Quentin, Benoît. Benoît. Ouais, je vais toujours inverser les deux. De Benoît, ça aurait été un travail artisanal, tu vois, de créer une attaque pour son expert comptable. Et en fait, on arrive à une étape où toutes les données sont en ligne. C'est vachement facile de voir dans ton réseau LinkedIn ou dans le réseau de Benoît. Les connexions, probablement il est connecté à son expert contact sur LinkedIn, et on peut faire ça de façon automatique grâce à des scripts, quoi. Et derrière, je peux tout à fait crafter un email avec ChatGPT ou plutôt GPT-4 que j'envoie automatiquement à Benoît, pardon, à ton expert comptable. Je me fais passer pour Benoît, et à mon avis, dans 6 mois, on sera capable de passer des appels automatiques à ton expert comptable en se faisant passer pour Maître Michel, ou encore pire, en se faisant passer pour Benoît avec la voix de Benoît. Et pour moi, c'est vraiment, on est dans un truc pivot où on va réussir à faire des attaques de ce type-là, qui sont quand même des attaques complètement sophistiquées et qui jusqu'à présent étaient réservées à des cas très particuliers. On va réussir à faire ça à l'échelle. Donc on va réussir à faire ça, ça va devenir complètement banal, quoi. Et justement, tu disais qu'il y avait pas mal d'évolutions autour des attaques, autour de la cybersécurité. Comment vous réussissez chez Riot à vous tenir à jour? Est-ce qu'il y a une partie apprentissage? Est-ce qu'il y a des formations que vous suivez de votre côté? Est-ce que il y a des mises à jour? J'imagine qu'il y a des mises à jour régulières. Voilà, la R&D entre guillemets chez vous, comment ça se passe? On parle beaucoup aux gens. Et en fait, c'est assez bizarre parce que la cyber, c'est un peu tabou, quoi. Si tu te fais pirater, si ta boîte se fait hacker, si tu te fais voler 300 000 balles, tu vas pas en parler, tu vas pas faire un tweet en disant merde, Maître Michel, il nous a pris 300 000 balles. Non, ça se passe pas comme ça. T'en parles pas. T'en parles peut-être à ton assureur qui lui va te dire c'est dommage, ça ne rentre pas dans la police d'assurance. En fait, ils nous parlent, quoi. Et donc, tu vois, on se retrouve dans des calls réguliers où les mecs nous disent on s'est fait prendre 300 000 balles, donc il faut qu'on devienne meilleur en cyber, quoi. Et donc, on arrive à parler, on leur demande comment s'est passé l'attaque, etc. On décrypte. Et on arrive un peu à avoir un ressenti global des attaques du moment. Et ensuite, on met toujours ça en perspective de comment est-ce qu'on va réussir à former. Aujourd'hui, il y a 100 000 employés qui sont formés par Riot. Comment est-ce qu'on arrive à faire que les 100 000 employés aient entendu parler de cette attaque, tu vois, pour que si ça leur arrive, ils arrivent à se dire ok, ça me rappelle quelque chose. Donc on a un peu on arrive à distiller les attaques du moment comme ça, quoi. C'est un travail je dois admettre que c'est quand même un travail assez manuel pour l'instant. Mais c'est une culture j'imagine que dans l'entreprise, le fait de se former à ce niveau-là, parce qu'effectivement, il y a l'échange. C'est pour ça que j'insiste sur ce côté formation. Est-ce que ça existe, en fait, des formations, on va dire, ultra pro, pour que, entre guillemets, des données que vous récupérez pour pouvoir, pas le vulgariser, mais le partager à une toute autre échelle? Aujourd'hui, pas vraiment. Mais nous, on a donc... toi, tu as testé la partie phishing, c'est-à-dire en envoyant des emails sur tes employés. On a un catalogue d'une centaine d'attaques qu'on est capable de répliquer, qu'on étoffe au fur et à mesure du temps en fonction des attaques du moment, quoi. Il y a évidemment, nous, on adorerait faire d'autres formats. Donc, tu vois, on parlait tout à l'heure des attaques par SMS. Je sais que Emmanuel Macron en a parlé hier sur Twitter, et c'est un de leurs sujets aussi. Nous, malheureusement, on n'arrive pas encore à faire ça. On est un peu bloqué par les opérateurs. Et moi, je pense qu'on sera capable, peut-être pas cette année, mais en 2024, de faire les attaques par téléphone, de répliquer ces attaques-là par téléphone. Il faut qu'on soit un peu en avant de ce que font les hackers, quoi. Justement, en parlant de ce que font les hackers, effectivement, il y a ChatGPT qui est un sujet plus que courant aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai risque sur ce sujet-là, en fait, pour faciliter le travail des hackers et le rendre plus abordable pour travailler, en fait, toutes ces attaques? Ah oui, moi je pense que c'est énorme. Oui. Enfin, nous, tu génères aujourd'hui des emails de phishing hyper facilement avec ChatGPT. Il n'y a absolument aucune protection là-dessus, mais ils pourraient essayer de protéger. Maintenant, on parle que de ChatGPT, mais il y a des versions open source qui marchent aujourd'hui très bien. Il y a Yamal, la version de Facebook, de Meta, pardon.
Ça va être colossal. Et en fait, aujourd'hui, les emails de phishing sont plutôt de mauvaise qualité et c'est terminé, quoi. Enfin, aujourd'hui, les emails, ils ont une Et on s'est tonalité, fait et des fautes avoir. d'orthographe et un truc qui te dit ah bon bah ça a l'air louche. C'est terminé. Enfin, dans 6 mois, les emails seront dans un autre niveau, quoi. C'est certain. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'assurance. Je pense que c'est un sujet qui est aussi important sur la sécurité. Est-ce que, enfin, l'objectif, c'est que vous ayez un rôle sur cette formation. Est-ce que tu penses que ces choses-là vont bouger parce que peut-être que les risques sont plus forts demain, surtout pour les entreprises. Comment tu vois, toi, le futur de l'assurance sur les attaques, la cybersécurité? Moi, j'y crois pas du tout, mais c'est assez personnel, quoi. J'y crois pas parce que tu vois, une assurance habitation, on est capable de comprendre les risques. Tu vois, les dégâts des eaux, c'est un risque qui existe depuis des dizaines, enfin même toujours. Depuis que tu as de l'eau courante dans les appartements, tu as des dégâts des eaux. Donc quand tu regardes un appartement, que tu as un assureur, tu sais à peu près quels sont les risques, quoi. Les risques cyber, ils évoluent, même peut-être pas tous les mois, mais tous les 6 mois, tous les trimestres, je sais pas. Mais c'est impossible d'assurer un produit qui bouge aussi rapidement, quoi. Donc moi, j'ai un peu du mal à voir comment on va faire une assurance cyber qui tienne la route et qui soit pas déficitaire et qui ait du sens, quoi. À moins de payer ça très cher. Ok, donc c'est vraiment presque la grosse promesse aujourd'hui d'un Riot pour justement sensibiliser sur le fait que derrière, il n'y aura pas de rattrapage ou de sécurité possible, quoi. Moi, j'ai une En fait, question. tu pourrais, si tu fais une assurance où tu cadres exactement les risques que tu protèges, mais à ce moment-là, dans 6 mois, les risques ont complètement changé. Donc, si je te dis, tu es protégé en cas d'email de phishing ou tu te fais prendre de l'argent, peut-être que dans 6 mois, on fera des attaques par téléphone et tu seras plus protégé. Donc, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ok, Pour moi, c'est un peu compliqué. ok. Et qui sont vos concurrents aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que la plateforme, elle est quand même très innovante. Pourtant, je pense avoir quand même. J'essaye de poncer le sujet justement sur la partie cybersécurité. Qui sont vos concurrents aujourd'hui sous cette forme de SaaS et de cette UX en fait qui est quasi parfait? Alors, je pense que notre plus gros concurrent, c'est KnowBe4, qui est un concurrent américain qui vient de se faire acheter 5 milliards par un fonds de private equity, qui est là depuis 2010 et qui, je crois, aujourd'hui protège 40 000 entreprises. Et c'est une équipe de plus de 1000 personnes, quoi. Tu vois, c'est une grosse boîte. Et en parallèle de ça, il y a les géants type Sophos, Proofpoint, qui sont des boîtes, Sophos, pardon, Proofpoint, qui sont des boîtes à plusieurs milliards, qui dans leur panel multitude d'outils, ils ont aussi une partie sensibilisation côté vidéo et simulation d'attaque, quoi. Et moi, quand j'étais chez October, évidemment, je ne me suis pas lancé dans Riot sans regarder le marché. J'avais essayé de signer avec du Proofpoint et c'était des process de vente interminables. C'était pas du tout fait pour les boîtes de notre taille. On était 110 à l'époque. Et pourtant, on avait des problèmes de cybersécurité, quoi. Et je pense que le challenge, c'est bon. Évidemment, je pense que la plupart des produits sont pas adressés malheureusement pour les PME. Et c'est un peu en tout cas, quand moi j'ai commencé à Riot, je me suis dit, c'est dommage que ces boîtes-là soient pas protégées, parce qu'elles sont aussi sensibles aux attaques, même plus sensibles aujourd'hui. Donc c'est aussi ce qui m'a motivé moi à lancer Riot, quoi. C'est de me dire, il y a quand même toute une part du marché qui est complètement sous-adressée, et c'est un gros play produit, tu vois, dans le sens où tu peux pas avoir un mauvais produit et vendre à des boîtes de 50 personnes. Parce que globalement, tu vas pas passer 3 heures à faire de l'intégration et à essayer de setup le truc. En termes humains, ça va te coûter plus cher que ça va te rapporter, donc ça n'aurait pas de sens. Riot, aujourd'hui, tu peux le prendre en main. On a des boîtes de 200 personnes qui le mettent en place et nous, on leur a jamais parlé. Et aujourd'hui, personne d'autre le fait pour l'instant. Donc on verra, mais c'est compliqué de faire du produit. Ouais. Et justement, là, tu parles d'entreprises d'une certaine taille, en fait, pour qui Riot en fait, résonne fortement. Est-ce que toi, tu as vu des postes en fait, naître justement sur cette gestion de cybersécurité et surtout, à quelle taille d'entreprise, en fait, tu vois, des recrutements qui partent dans ce sens-là? Nous, on a observé qu'à partir de 200 personnes, en général, les équipes commencent à prendre un RSSI, donc quelqu'un qui est en charge de la cyber en interne. Jusqu'à 200 personnes, bon, nous, on a beaucoup parlé au scale-up, donc en général, c'est le CTO qui est en charge de la cyber. Parfois, si le CTO prend pas trop ça au sérieux, ça vient parfois du CFO, quoi, qui lui dit en fait, ça va nous coûter de l'argent si on se fait avoir, donc il va falloir que tu t'investisses un peu plus là-dedans, quoi. Donc c'est la responsabilité du CTO quasiment tout le temps. Malheureusement, c'est un peu une responsabilité partagée, donc c'est pas
tout à fait clair, à mon avis, pour les CTO, que c'est aussi leur responsabilité. Moi, je prenais ça très à cœur chez October, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les CTO. Et tu penses qu'ils ont, pareil, ils sont suffisamment sensibilisés en tant que CTO? Est-ce que ça fait partie du job en fait C'est finalement? pas vraiment de leur faute, hein. Franchement, CTO, c'est un boulot très compliqué, hein. Je dors mieux maintenant que je suis CEO que quand j'étais CTO d'une plateforme de prêt qui gérait des centaines de millions d'euros de transactions par an. Ok, écoute, très clair. Toi, tu as travaillé sous forme de SaaS. Tu as voulu garder cette forme parce que justement, October partait un petit peu dans ce sens-là, ou parce que c'était une vraie volonté de ton côté, tu voyais le côté scalabilité aussi du projet. Donc là, si on parle vraiment financièrement parlant, je posais la question de pourquoi un SaaS, mais est-ce que d'un point de vue financier, ça a été aussi motivé dans ce sens-là? Honnêtement, pas vraiment. J'ai un peu l'impression d'être un entrepreneur par accident. Euh, Pas vraiment, non. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, ah, j'ai envie de créer un SaaS. C'était pas une motivation de fou, quoi. Je me disais juste, bah, en fait, d'ailleurs, Riot était un side project, hein. Initialement, moi, je voulais lancer une attaque sur mon équipe chez October pour voir comment ils réagiraient. Quand j'ai lancé mon attaque et que la CFO est la première personne qui s'est fait avoir, je me suis dit, ah, c'est peut-être un produit en fait. J'avais pas encore compris que c'était une boîte à l'époque. Euh, Quand j'ai voulu lancer la seconde attaque, je me suis dit, attends, mais c'est bizarre, j'ai envie de le faire de façon récurrente, donc c'est peut-être quelque chose que je devrais investiguer. C'est devenu une boîte à partir du moment où j'étais prêt à YC. C'était évidemment pas facile de quitter October, que j'ai vu grandir de 0 à 110 personnes, quoi. Donc, YC, c'était un peu l'opportunité en or. Pour moi, c'était un rêve d'enfant de faire ce truc, quoi. Donc, ouais, au bout de 5 ans et demi, je suis parti d'October comme ça, quoi. Et quand Olivier t'a vu partir, comment toi, tu as géré ton départ? Forcément, il y a des grosses responsabilités. Comment tu as assuré la transition en fait, chez October? Plutôt bien parce que j'avais bien, enfin, ça aurait été un peu plus compliqué 2 ans auparavant, mais en fait, j'étais plus CTO, j'étais passé côté produit. Pendant, disons, les 4 premières années, je faisais à la fois le rôle de CTO et le rôle de CPO, et je faisais les deux mal. Donc, j'ai pris quelqu'un de mon équipe qui était vraiment excellent, très bon dev, bonne qualité humaine, et on l'a fait monter en CTO, et moi, je suis passé CPO. Donc ça faisait 1 an et demi que je connais plus, si tu veux. Et pour être honnête, c'est beaucoup plus facile de remplacer un CPO que de remplacer un CTO. Ok, très clair. Moi, j'aime bien quand le contenu est actionnable, quand les gens en fait peuvent repartir avec des choses utiles et qui peuvent opérationnaliser chez eux. Toi, est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui pour toute la salle sur justement cette gestion de la cybersécurité à leur échelle? Donc après, je sais pas, je pense que il y a plusieurs configurations et cas pratiques dans la salle, mais ça peut être intéressant de leur donner quelques petits conseils, à part bien sûr de s'inscrire sur Riot si vous êtes. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas si vous êtes, c'est que je pense que c'est déjà le bon moment, mais ce serait quoi toi tes conseils? Si vous testez Riot, envoyez-moi un petit message quand même pour me dire comment c'était, quoi. Euh, Moi, le conseil que je donne le plus souvent, c'est changer votre code de téléphone. S'il a 4 chiffres, c'est vraiment une très très mauvaise idée, quoi. Passez à minima 6 chiffres sur votre code de téléphone, parce que votre téléphone a vraiment toutes les informations de votre vie, l'authentification forte qu'on pousse beaucoup en entreprise. Si vous ne l'avez pas mis en place, mettez quand même l'authentification forte, hein. C'est vraiment la base, hein. L'authentification forte marche pas. Enfin, je veux dire, si l'authentification forte c'est un envoi de SMS et qu'on vous a volé votre téléphone, le SMS n'a plus de sens, quoi. Donc mettez un code à 6 chiffres parce que je suis sûr que vous avez tous votre compte bancaire sur votre téléphone, compte bancaire qui en général est bloqué qui est en général protégé par ce code à 4 chiffres. Si je suis derrière vous dans un bar, je vois très bien votre code à 4 chiffres. C'est très facile de vous voler votre téléphone et ça peut être complètement dévastateur, quoi. Je pense que les gens sous-estiment pas mal la sécurité des téléphones portables. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est pas 4 chiffres, quoi. Plutôt 6. Et idéalement, pas quelque chose de très évident comme votre date de naissance ou 1, 1, 2, 2, 1 ou une suite de chiffres. Voilà. Plutôt quelque chose qui n'a aucun sens, idéalement. Mais c'est très compliqué à faire, hein, en tant qu'humain, de faire quelque chose qui n'a aucun sens et de s'en souvenir. C'est pour ça que d'ailleurs les outils aident de plus en plus sur cette configuration de mot de passe et d'ailleurs suggèrent ce genre de mot de passe. Bon, après, effectivement, sur le téléphone, c'est différent, mais sur la plupart en tout cas sur Internet, etc., c'est le cas aujourd'hui.
Ok, et puis Ouais, mais bon, entre ce qui est suggère et toi qui te dis ça va vraiment me faire chier de me rentrer mes 18 chiffres ou de rentrer un mot de passe quand Face ID, j'ai mis des lunettes de soleil et que Face ID marche pas, je vais devoir rentrer un code à 18 chiffres. Non, enfin, ouais, la plupart des gens ils bypassent ça quand même. Enfin, je sais pas, autour après, de moi en tout cas, peut-être que c'est je vrai suis qu'il y a entouré. il y a le raccourci où en fait c'est vrai que ça vient se compléter automatiquement. Donc ça, je sais pas justement si c'est un piège. Moi, je sais que j'utilise beaucoup le côté Google sauvegarde entre guillemets des mots de passe. Donc là, encore une fois, je parle pas de téléphone, mais plutôt sur les différents sites. Est-ce que c'est une bonne pratique? Je pense il y en a quelques-uns qui le Oui, font. c'est bien, bah, faut pas partager vos mots ouais, faut pas avoir un unique mot de passe, surtout si votre unique mot de passe est le même depuis 5 ans. Fort probablement, j'y ai accès en 30 secondes, même moins. Euh, ouais, faut changer. Bah, je pense que d'avoir un gestionnaire de mots de passe, c'est quand même une autre bonne étape, quoi. Si vous voulez améliorer votre sécurité très facilement, authentification forte, changez votre code de téléphone à 6 chiffres, et gestionnaire de mots de passe, c'est la base. Là, vous êtes déjà beaucoup mieux que 99% des gens. Voilà, donc j'espère que vous avez pris des notes et ne répondez pas à Maître Michel aussi parce que voilà, c'est pas quelqu'un. Il peut prendre d'autres formes. Voilà, il est pas terrible. Bah, écoutez, merci à vous, merci d'avoir été attentif et puis merci à toi Merci, Benjamin. Christian. Et prenez soin de vos données, c'est important. Merci. Merci.